Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Alors on voit qu'il y a déjà pas mal de connectés, mais on va patienter une petite minute pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. En attendant, j'en profite pour vous mentionner d'ores et déjà que vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation si vous le souhaitez dans l'onglet questions. C'est juste à côté de l'onglet chat sur votre écran à droite. Bonjour. On va encore patienter quelques instants pour que tout le monde se connecte. Bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour à tous. Plus en plus de messages. Et de plus en plus de participants. Est-ce qu'on arrivera à représenter tous les départements? Petit défi. Mission du jour. On espère. Alors, on dépasse les 50 participants. On va attendre encore 14h05 peut-être. Quelques minutes. Oui. La Dordogne est représentée. On va bientôt pouvoir commencer, je pense, d'ici quelques instants encore. Bon, dans tous les cas, les personnes qui arrivent plus tard pourront nous rejoindre en cours de route. Bien sûr. Et ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. On est plus de 50 participants, ça me paraît pas mal. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue aux nouveaux inscrits et merci de votre fidélité pour ceux qui étaient là à notre précédente session. On est vraiment ravis du succès de ce second épisode. Vous êtes plus de 140 inscrits, donc on est vraiment très contente. Alors, avant de démarrer, on va se présenter, même si vous nous connaissez pour la plupart. Je vais commencer. Je m'appelle Héloïse Cotin. Je suis responsable de projet public chez Agorastore et j'accompagne les collectivités dans la gestion de leurs biens immobiliers. Bonjour à tous, Mariette Delal, également responsable de projet immobilier chez Agorastore. Donc pareil, je vous accompagne sur toutes vos sessions. Et je suis Charlotte Plius, responsable d'expertise immobilière chez Agorastore, attachée à déterminer la valeur de vos biens immobiliers avant toute vente et aussi à déterminer les enjeux qui pourraient se poser sur vos biens pour toute commercialisation.
Donc, cette présentation, elle va durer environ 20 minutes. On vous invite à nous faire part de vos questions au fur et à mesure dans la partie questions prévues à cet effet, donc, qui est juste à côté du chat. Et on y répondra dans un second temps à la fin de la présentation. Voilà, donc on va commencer. C'est parti. Alors, lors de notre premier épisode, vous vous en souvenez, on s'était attaché à développer la notion de valeur vénale et de comment les projets attendus sur votre bien ou les contraintes qui s'y appliquent pouvaient impacter la valeur de votre bien. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les grandes catégories d'acquéreurs et surtout comment leurs projets immobiliers vont s'imaginer, se définir et enfin se concrétiser. Ce sont vraiment des notions clés parce que comprendre les différentes typologies d'acquéreurs, ça va permettre de justifier des valeurs différentes, mais aussi d'anticiper des comportements post-commercialisation qui peuvent être différents aussi. Pourquoi nous insistons sur cette connaissance des acteurs immobiliers? Chez Agorastore, l'accompagnement, il se fait depuis l'expertise du bien jusqu'à la signature chez le notaire. Et de fait, anticiper à l'expertise du bien quel type d'acquéreur est probable pour le bien nous permet ensuite de procéder à une commercialisation plus efficace et ensuite à cadrer différemment le suivi juridique jusqu'à la signature de l'acte. Les limites entre les différentes catégories d'acquéreurs, vous allez le voir, elles sont poreuses. Entre particuliers, professionnels, ceux qui sont orientés prix de revente ou ceux qui sont orientés plutôt rentabilité du projet, ceux qui disposent d'un projet professionnel ou d'un projet de vie. Nous retiendrons toutefois deux grandes catégories, avec d'une part les preneurs utilisateurs et d'autre part les professionnels de l'immobilier. Vous le verrez, de ces deux grandes catégories découlent bien évidemment plusieurs typologies. Merci Charlotte pour cette introduction. Avant de rentrer dans le détail vraiment de ces différentes catégories, on voulait déjà rappeler les grands principes d'une vente immobilière. Donc ici, en revenant alors de manière simplifiée, mais sur les trois grands temps d'une vente, le premier temps, ça va être l'expertise du bien. Donc l'expertise du bien, ça va permettre de déterminer à la fois le prix de vente potentiel, mais aussi la stratégie de commercialisation qui va être la plus adaptée, et aussi les éventuels enjeux juridiques, techniques ou politiques qu'on peut rencontrer. Dans un deuxième temps, on va passer à la phase de commercialisation. Donc là, c'est le moment où on va avoir la confrontation au marché du bien et des hypothèses qu'on aura prises du coup lors de l'expertise. Et en fait, ça va se faire en fait par la mise en œuvre de la stratégie de commercialisation la plus adaptée. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, on va avoir la contractualisation de la vente. Donc là, ça va être caractérisé par les négociations entre les parties pour la signature tout d'abord d'un avant-contrat, ensuite pour la levée des éventuelles conditions suspensives et enfin pour la signature de l'acte authentique. Donc dans la suite de cette présentation, on va s'attacher en fait à préciser trois principaux points pour chaque typologie d'acquéreur, vous allez le voir. Le premier point, ça va être comment ces acquéreurs vont déterminer leur budget d'acquisition. Le second point, quel niveau d'information va s'avérer nécessaire pour permettre à ces acquéreurs de se positionner sur un projet immobilier et quel accompagnement peut être attendu pour mener à bien la vente. Et enfin, le troisième point, ce sera sur quel type de bien ces acquéreurs sont susceptibles de se positionner. Donc, cette présentation, elle vise vraiment à vous présenter finalement pourquoi il est essentiel de connaître les acquéreurs potentiels pour comprendre l'issue potentielle de votre vente. Et je repasse la main à Charlotte. Yes. Et on commence avec les preneurs utilisateurs pour lesquels nous allons retenir 4 sous-catégories. D'abord, l'acquisition en résidence principale. Ensuite, l'acquisition en résidence secondaire qui présente effectivement beaucoup de points communs avec la résidence principale avec quelques spécificités et on le verra ensuite. En troisième catégorie, on a les projets immobiliers mixtes ou professionnels, mais portés par un non-professionnel de l'immobilier. C'est notamment le cas lors d'acquisition par des professions libérales ou artisanales de locaux pour accueillir leur activité, ou encore, par exemple, des projets de chambres d'hôtes pour les projets mixtes, où des personnes vont à la fois faire l'acquisition de leur résidence principale, mais aussi l'acquisition de gîtes et d'hébergements hôteliers pour leur activité professionnelle. La quatrième catégorie, que vous voyez plus faiblement colorée, elle est aussi plus poreuse. C'est l'investissement locatif, mais l'investissement locatif de moindre envergure, tel que le serait l'achat d'un studio pour mise en location étudiante ou saisonnière par un particulier.
Donc maintenant qu'on a vu ces différentes catégories, alors comment elles vont déterminer leur budget acquisitif? Donc c'est-à-dire comment est-ce que les acquéreurs vont déterminer le montant qu'ils sont prêts à débourser? Donc ça va se faire en 3 temps. Le premier temps, ça va être l'analyse de la capacité d'emprunt et de l'apport mobilisable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être propre à chacun. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va dépendre de ce dont l'acquéreur dispose à un instant T et pas de ce dont il disposera dans le futur, comme ça peut l'être pour d'autres catégories, et on le verra par la suite. Et donc ça, c'est autant valable pour l'acquisition d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, ou même pour un investissement locatif, qui peut être porté par un particulier. Dans un second temps, les acquéreurs ils vont chercher à comparer la vente avec ce qui se fait sur le marché. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'impression d'acheter trop cher. Et donc ça, aujourd'hui, ça peut se faire assez facilement parce qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de voir les prix sur un secteur donné. On pense par exemple à des outils comme DVF, le site Meilleurs Agents ou encore de nombreux outils d'estimation en ligne qui existent aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, ce sera que les acquéreurs, ils vont chercher à déduire des éventuels coûts travaux. Et donc ça, ils vont le faire soit en réalisant des devis ou en appliquant les coûts qui auront été évoqués, par exemple, dans un DPE ou dans un éventuel audit énergétique. Concernant le niveau d'information à fournir, il convient de différencier 2 lectures et 2 points importants. D'un côté, l'obligation d'information est la même pour tout type d'acquéreur. La remise des dossiers de diagnostic obligatoires à la vente, la précision de ce qui est mis à la vente, la contenance de la vente, l'information sur les travaux réalisés au cours des 10 dernières années, soit soumis à autorisation d'urbanisme, soit soumis à garantie décennale, soit les deux, sont des éléments qui sont obligatoires dans le cadre de toute vente. Toutefois, la grande catégorie des utilisateurs ne nous empêche pas de voir qu'il existe un spectre large dans cette catégorie en termes d'expérience immobilière. De fait, une pédagogie supplémentaire est envisagée pour accompagner notamment les primo-accédants. Par exemple, que signifient les diagnostics techniques? Ou encore, quel est l'impact d'une servitude sur la jouissance d'un bien qu'ils envisagent d'acquérir? Les termes juridiques peuvent être assez impactants et méritent parfois d'être explicités autrement. En ce sens, un niveau supérieur de pédagogie peut se révéler indispensable. Chez les acquéreurs en résidence principale, particulièrement, ils peuvent être inquiétés par des postes de travaux sans devis associés, par la présence importante d'éléments polluants révélés par les diagnostics, amiante et plomb notamment. S'agissant des types de biens qui vont intéresser les acquéreurs en résidence principale, ça va être particulièrement les maisons individuelles, les appartements T2 et plus. On part du principe que les T1 vont être plutôt des surfaces dédiées à la location. Une fois positionnés sur le bien, il est probable que les acquéreurs en résidence principale souhaitent avancer rapidement, notamment afin de bénéficier des mêmes conditions bancaires qu'au moment de leur offre. Et on le voit particulièrement aujourd'hui dans un contexte où les taux continuent d'augmenter rapidement. Donc, on a vu les acquéreurs en résidence principale. Pour des acquéreurs en résidence secondaire, qui vont se différencier des résidences principales plutôt par les typologies sur lesquelles ils se positionnaient, qui vont se positionner sur ce qui peuvent être du coup des catégories plus atypiques. Le budget, il va se construire globalement de la même façon, mais en laissant peut-être plus de place à l'apport et au coup de cœur et moins de place à la rationalité. Même si, on le voit nous assez souvent, l'effet coup de cœur, il peut quand même tout à fait jouer dans l'acquisition de résidence principale. Enfin, les particuliers avec un projet professionnel vont pouvoir être attirés par une localisation, une visibilité et une facilité d'aménagement de l'immeuble vendu. Ils vont avoir tendance à s'inquiéter des travaux importants, mais qui ne s'inquiètent pas des travaux importants, et aussi potentiellement du manque de sécurisation de l'immeuble. Ce sur quoi on souhaite vraiment insister, c'est que le projet professionnel ne fait pas de l'acquéreur un professionnel de l'immobilier. Si la transparence de l'information est obligatoire, la vulgarisation de cette dernière, elle est optimale. Pouvoir notamment leur confirmer que leur projet peut être mené à bien avec, par exemple, l'obtention d'un CUB, du coup un CU opérationnel en amont de toute commercialisation, peut impacter très favorablement et positivement la vente. Ce qui est très intéressant avec les porteurs de projets professionnels, c'est qu'ils vont pouvoir s'engager sur des biens beaucoup plus atypiques que sur l'habitation classique. On l'a notamment vu chez Agorastore, on a vu des projets se faire sur des anciennes écoles, anciennes gendarmeries, anciens locaux religieux, églises, chapelles,
immeubles mixtes, bureaux, locaux commerciaux en pied d'immeuble. Ils se positionnent sur vraiment beaucoup de biens et c'est vraiment une typologie d'acquéreurs que vous souhaitez voir sur vos biens. Et que nous aimons bien aussi. Donc voilà, on a vu quels étaient les éléments clés pour une vente à des acquéreurs non professionnels. Maintenant, on va s'intéresser aux professionnels de l'immobilier. Donc on va les distinguer en 2 catégories principales. La première, ce sont les promoteurs immobiliers et les marchands de biens. Et la seconde, ce sont les investisseurs. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de catégories aux limites très nettes, mais c'est plutôt une grille de lecture pour mieux comprendre leurs attentes, leurs comportements et aussi leurs projets. En complément du coup de ce que vient de nous dire Héloïse, on voulait revenir sur la première catégorie, donc les promoteurs et les marchands de biens, dans laquelle d'ailleurs on peut inclure une sous-catégorie aménageurs qui vont plutôt eux s'intéresser à des terrains à bâtir. Donc un petit point de contexte sur cette première catégorie, en fait historiquement les promoteurs ils s'attachaient plutôt à la construction de neufs dans des opérations d'envergure avant ensuite de revendre les lots qui venaient de créer. Alors que les marchands de biens, eux, ils se spécialisaient plutôt dans l'acquisition-revente avec une éventuelle division ensuite des immeubles. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure des projets de zéro artificialisation nette et de densification des centres-villes, les 2 métiers qui étaient assez différents, ce qu'on constate, c'est qu'ils tendent vraiment à se rapprocher. Et c'est aussi pour ça qu'on les a mis dans la même catégorie. Donc, par exemple, on va avoir des promoteurs qui peuvent s'intéresser à des immeubles de bâtis, pour se positionner sur des projets de rénovation-revente en optimisant en plus par ailleurs le foncier à bâtir. Et on observe même aujourd'hui chez certains promoteurs le développement de filiales vraiment spécialisées dans la rénovation patrimoniale de qualité. Comment leur budget va être déterminé ? Eh ben, cette fois-ci, il ne va pas être déterminé par ce dont ils disposent, mais par ce dont ils disposeront potentiellement à la conclusion de leur projet. Ils déterminent ce budget-là en réalisant ce qu'on appelle un bilan promoteur qui leur permet de déterminer les gains potentiels d'une opération vs les coûts de réalisation pour déterminer la charge foncière, c'est-à-dire ce qu'il est prêt à mettre dans l'acquisition du foncier pour réaliser son programme. Le programme, il va être construit de la façon suivante. L'ébauche programmatique va être réalisée en s'intéressant aux réglementations PLU, PLH, en regardant effectivement ce que le bien propose comme potentiel de constructibilité. Dans un second temps, le promoteur va déterminer le chiffre d'affaires potentiel de la réalisation de son programme. Du coup, combien les lots nouvellement créés vont pouvoir se revendre. Dans un troisième temps, le promoteur va souhaiter savoir combien ça va lui coûter de réaliser ce projet. Il y a effectivement les coûts de travaux, mais en fait, il y a aussi énormément de coûts liés aux honoraires, à la commercialisation des lots, et notamment sa marge, parce que le promoteur ne travaille pas gratuitement. Et finalement, en fait, la valeur estimée du foncier correspondra à la différence entre le chiffre d'affaires potentiel et coût de réalisation du projet. Merci Charlotte pour ces informations un peu techniques sur le bilan. Si on regarde en termes de niveau d'information nécessaire, là aussi, en fait, la transparence, ça va vraiment être un élément clé. Et on insiste aussi dessus parce qu'en fait, elle va aussi vous protéger, vous, vendeurs, dans le sens où elle va permettre ensuite d'éviter toute renégociation après la vente. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains éléments qui vont vraiment permettre de favoriser le positionnement de ces candidats. Donc, ces éléments, ça peut être par exemple la remise de diagnostic complet, d'éventuels devis de démolition ou de dépollution, ou encore la remise de plans DWG. Alors, on vous en parle de temps en temps de ces plans DWG. C'est assez important en fait parce que c'est des éléments qui vont vraiment permettre aux acquéreurs potentiels de lancer plus rapidement une faisabilité avancée de leur projet et de disposer vraiment de visuels probants. Et du coup, ça va aussi vous aider, vous, vendeurs, à vous positionner plus facilement sur le choix du projet en ayant finalement une meilleure projection du projet envisagé par les acquéreurs. Et à l'inverse, on sait aussi qu'il y a certains éléments qui peuvent vraiment freiner le positionnement de ces candidats, de ces acquéreurs. Donc, par exemple, s'il y a des enjeux importants de pollution ou alors s'il y a des enjeux structurels ou géotechniques, voilà, ça, c'est autant d'éléments qui peuvent freiner. Mais globalement, le point ici sur lequel on voulait insister,
c'est que tout ce que l'acquéreur sait avant la vente ne pourra pas être négocié. Et c'est pour ça que parfois on insiste beaucoup sur les informations à fournir. Donc ça, c'est vraiment un point clé pour vous en tant que vendeur. En termes de type de bien, les promoteurs, mais aussi les marchands de biens, vont s'intéresser au type de biens suivants. Les terrains de plus de 1000 m² en centre-ville et de plus de 3000 m² en zone périphérique, mais toujours urbaine. Des grands immeubles nécessitant au moins une rénovation importante, sinon une restructuration. Alors, vous avez les 3 petits points parce que c'est une liste non exhaustive et qu'on ne s'interdit pas le positionnement, bien évidemment, de promoteurs ou d'aménageurs ou de marchands de biens sur d'autres types de biens. On le verra par la suite. En tout cas, la vente à ce type d'acquéreurs, et notamment aux promoteurs, implique régulièrement une vente au long cours, avec régulièrement des conditions suspensives importantes, notamment de conditions d'obtention d'autorisation d'urbanisme, et parfois aussi des financements complexes qui peuvent à la fois dépendre de la revente d'autres programmes ou d'autres propriétés, et aussi de pré-commercialisation des lots envisagés. La vente à un professionnel de l'immobilier type promoteur ou aménageur appelle donc à la prudence, notamment sur des opérations qui sont budgétisées à court terme sur l'année ou sur la suivante. Donc voilà pour cette première catégorie des professionnels de l'immobilier. Donc maintenant, on va s'intéresser à la seconde, donc, qui sont les professionnels et semi-professionnels de la location. Donc là où les promoteurs, aménageurs ou rénovateurs vont s'intéresser aux produits de la vente, ici, ces investisseurs ils vont s'intéresser plutôt aux produits de la location. Ainsi, leur budget acquisitif va être déterminé en utilisant des outils de mesure d'investissement. Le TRI d'une part et la capitalisation de l'autre. On va s'intéresser à cette deuxième méthode qui vise à déterminer la valeur d'un bien compte tenu des revenus générés ou générables par la mise en location du bien. Il s'agit, en fait, on va déterminer quel revenu peut être généré sur le bien, quelle est la rentabilité attendue sur le secteur donné pour cette typologie de bien donné par les investisseurs en général, et combien coûte la réalisation du projet. C'est-à-dire combien il faut mettre d'argent pour pouvoir disposer d'un bien loué et rentable au niveau de rentabilité espérée. Globalement, le niveau de professionnalisation de ces acteurs peut être varié. Tout comme en résidence principale, on pouvait avoir un primo-accédant ou une personne qui en est à la 6e acquisition de résidence principale, chez les investisseurs en locatif, c'est la même chose. Et du coup, il s'avère plus que nécessaire de poser le cadre de la vente dès la commercialisation pour éviter toute renégociation ou tout doute. Ces investisseurs vont être sensibles, pour les biens vendus déjà loués, à la qualité du locataire ou de la gestion locative. Et donc, une information complète, sur leur qualité, notamment avoir les informations sur la date de début de bail, sur la date d'échéance du bail, si les loyers sont payés régulièrement, s'ils sont à jour ou non, si le locataire est un locataire protégé ou non, va être ultra important dans le cadre de la vente d'un bien loué. Sur un bien non loué, mais se prêtant parfaitement à la location, le potentiel locatif du bien va être un élément qui va forcément être étudié par l'investisseur. Tous ces éléments, si on peut les remettre à l'investisseur en locatif, ça va lui permettre, lui, de se positionner sur le bien avec des conditions suspensives moindres. Et finalement, sur quel type de bien ils vont se positionner? En fait, ces candidats-là, ils vont aller par exemple, sur des immeubles ou des appartements qui vont être loués en bail classique, mais aussi sur des appartements ou des résidences, sur des appartements par exemple en résidence senior ou en résidence de tourisme, sur des appartements aussi qui peuvent se prêter à la mise en location, que ce soit de la location d'ailleurs longue durée, saisonnière ou même mixte, ou enfin encore sur des immeubles qui peuvent faire l'objet de divisions vers plusieurs habitations. Et là aussi, on a remis les 3 petits points parce qu'on le sait, il peut y en avoir encore d'autres qui peuvent arriver aussi. Et le point important ici, c'est que la vente rapide pour ce type d'acquéreur, elle va dépendre de leur capacité à faire évaluer les travaux avant la signature, notamment parce que les banques, elles vont souvent leur demander des estimations de travaux en cas d'emprunt. Donc, c'est des éléments qu'ils peuvent vous demander aussi. Donc, au final, si on reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit, même si c'est essentiel de comprendre les typologies d'acquéreurs qui peuvent se positionner sur votre bien, il convient quand même de garder une certaine flexibilité dans vos attentes.
à la fois pour la partie expertise, mais aussi pour la commercialisation. En effet, une commercialisation ouverte et la plus large possible, et notamment lors d'une mise en concurrence en ligne, par exemple, ça va vous permettre en fait d'ouvrir la vente à plusieurs types d'acquéreurs et donc aussi de faire naître plusieurs projets. On l'a vu dans notre première session, pour les plus assidus d'entre vous, il n'y a pas une seule valeur pour un bien, il y a une valeur par projet. Ici, la notion va être encore plus approfondie, puisqu'un bien peut répondre au projet aussi de plusieurs typologies d'acquéreurs. Démonstration par exemple, par l'exemple, les filles, c'est parti. Parfaite transition. En effet, un des exemples qu'on voulait vous présenter ici, c'est que récemment, par exemple, on a vendu dans une ville balnéaire cotée un pavillon des années 60 qui nécessitait de gros travaux de rénovation et qui avait un terrain d'une superficie de 1000 m² environ. Donc le bien, il pouvait répondre à la fois à un projet d'habitation principale ou de résidence secondaire, mais aussi à l'intérêt des promoteurs immobiliers. Et donc ce qu'on a remarqué en conclusion de la commercialisation, c'est qu'on a eu les deux types d'acquéreurs qui se sont positionnés sur cette vente, mais du coup avec des budgets acquisitifs qui étaient très différents. Et pourquoi ? Parce que finalement, les particuliers, ils avaient déterminé leur budget par comparaison, donc en soustrayant les coûts travaux, ce qui correspondait du coup pour eux à un budget aux alentours de 450 000 € maximum. Alors que les promoteurs, eux, finalement, ils n'ont pas vu la maison, mais ils ont vu surtout le potentiel du terrain. Et du coup, ils ont pu, eux, définir un budget d'acquisition pour 800 000 €, donc presque le double que des particuliers. Un autre exemple un peu différent et qui précise le côté aléatoire d'une vente et la flexibilité qu'on s'encourage tous à avoir lors de commercialisation. On a vendu un ensemble immobilier d'habitation sur une commune recherchée. L'immeuble était situé a priori dans un secteur purement résidentiel. Il présentait de véritables défauts structurels, mais le secteur présentait à la fois des prix élevés et le terrain offrait à la fois une belle vue et une belle constructibilité résiduelle. En l'occurrence, les acquéreurs ciblés étaient donc des acquéreurs en résidence principale, en résidence secondaire. L'acquéreur final est sélectionné est finalement un preneur utilisateur, mais avec un projet professionnel, car il a décidé d'y implanter le siège de sa société, un laboratoire pharmaceutique. Donc voilà, merci Charlotte pour ce deuxième exemple. En synthèse, ce qu'on retient, c'est qu'un type de bien peut vraiment nous donner des indices sur le type d'acquéreur potentiel, mais on l'a vu, il peut tout à fait y avoir plusieurs types d'acquéreurs et donc aussi des valeurs différentes pour un même bien. Donc ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que le type d'acquéreur, il va être essentiel du coup de comprendre le type d'acquéreur qu'on peut avoir, pour pouvoir le rassurer, mais aussi et surtout pour le faire aller jusqu'à la vente définitive. Selon le type d'acquéreur retenu, le cadre nécessaire aussi va être différent et le revenu potentiel également. Donc par exemple, parfois pour des questions d'inscription au budget, de nécessité d'une vente rapide ou de risque en cas de bien inaffecté, il peut être préférable pour vous en tant que vendeur d'opter pour un projet d'un acquéreur à l'offre financière moins importante. À l'inverse, parfois pour des questions de projet ou alors s'il y a des enjeux de densification du centre-ville ou des besoins particuliers en logement, dans ce cas-là, il va être préférable de confier l'acquisition du bien à un professionnel de l'immobilier. Et pour conclure un petit peu sur cette synthèse, la mise en concurrence, finalement, qui va permettre de cibler l'ensemble de ces candidats, reste l'outil idéal pour bénéficier d'une vision claire à la fois des projets et des budgets possibles pour le bien. Merci pour ce placement de produit Agorastore. Je n'aurais pas dit mieux. Merci à tous pour votre écoute. On arrive à la fin de notre présentation. Alors, on espère qu'elle vous a plu déjà, qu'elle vous a été utile surtout et que vous avez appris beaucoup de choses, enfin. Maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas, donc, dans la partie questions prévues à cet effet, à les poser dès à présent, quand vous souhaitez. On en a un petit peu dans le chat aussi. Oui, exactement. Alors, j'ai vu aussi une question de Mme Vérine sur l'accès à notre support. Bien sûr, donc pour tout le monde, votre information, à la suite de ce webinaire, en fait, vous allez recevoir un email avec le lien du replay et notre présentation.
Donc, vous aurez toutes les informations. Et surtout, si vous avez d'autres questions qui vous viennent ensuite, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de répondre à vos questions, même après le webinaire. Alors, question, est-il possible de réserver une vente à un certain type d'acquéreur? Oui, et il y a une deuxième question qui va avec, mais dans l'autre sens, peut-on interdire à un type d'acquéreur? Alors là, pour le coup, on va pas vous renvoyer vers le webinaire de juin dernier, mais on y revient. On peut avoir des cahiers des charges et mettre en place des cahiers des charges. Si vous savez déjà dans votre projet que vous souhaitez plutôt un certain type d'acquéreur, notamment clause de résidence principale, par exemple, parce que c'est quand même une question qu'on a assez régulièrement, une clause d'affectation. Voilà, c'est des éléments qui sont tout à fait possibles, sous réserve bien évidemment qu'ils soient précisés en amont de la commercialisation. Mais oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Et il faut quand même noter que ça impactera quand même finalement la valeur de votre bien, puisque plus on ajoute des clauses à un cahier des charges, plus on réduit aussi le nombre d'acquéreurs potentiels, plus le prix s'en voudra impacter. Je vois une deuxième question. France Domaine Expertise, comment alors? Et je vois que Karim a commencé à y répondre. Effectivement. Et en plus, du coup, on n'est pas France Domaine, on n'est pas les domaines. Toutefois, ce qu'on voit, c'est que régulièrement, on a des évaluations qui sont faites par comparaison, mais on voit aussi de plus en plus des évaluations qui sont réalisées sur la base du projet envisagé par l'acquéreur. Et notamment, on a de temps en temps des demandes en ce sens de préciser le budget et le bilan financier de l'acquéreur pour l'actualisation de l'avis des domaines. Je vois une question sur la partie communication aussi. Stéphanie Richer, quel réseau de communication pour vendre les biens d'une collectivité hors bon coin aux presses locales? J'ai envie de vous dire agorastore.fr. Non, pas seulement. Alors, nous, de notre côté, on utilise une trentaine de sites partenaires. Donc, effectivement, les Le Bon Coin, Se Loger, que vous connaissez très bien, mais il y a tout un tas de sites qui sont plutôt plus spécialisés, en tout cas, qui sont réservés à des professionnels que nous, on peut utiliser. On travaille aussi de plus en plus avec les réseaux sociaux qui fonctionnent très bien. Les LinkedIn, même les Instagram, Facebook sont des canaux de communication très efficaces. Et puis, de notre côté, on communique et on se sert surtout de notre base d'acquéreurs potentiels. En effet, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on vend des biens immobiliers un peu partout en France, ce qui nous a permis d'acquérir une base d'acquéreurs assez importante sur laquelle on va s'appuyer très régulièrement. Et je compléterai cette réponse déjà bien complète et en lien avec la présentation qu'on vient de vous faire, où en fait les commercialisations se doivent d'être ciblées sur le type d'acquéreur potentiel pour votre bien. Je précise ici, si on cherche à aller chercher des professionnels de l'immobilier, il faut effectivement pouvoir avoir accès à bureaux e-commerce, à bureaux locaux, enfin des sites qui sont spécialisés dans l'immobilier professionnel. Et ça, c'est une possibilité qu'on offre. En fait, quand vous vendez sur Agorastore, les annonces, elles sont vraiment sur énormément de sites d'annonces immobilières en plus de Agorastore. Pourriez-vous définir le TRI? Alors, le TRI, c'est le taux de rendement interne. C'est un outil qu'utilise l'investisseur pour déterminer la rentabilité de son investissement eu égard effectivement au loyer potentiel et aux différents coûts qui vont rentrer en ligne, mais aussi eu égard à la façon dont il va financer son investissement, notamment pour déterminer s'il est plus intéressant pour lui de faire 100% emprunt, 30% apport, 70% emprunt. C'est une vision beaucoup plus investisseur, mais en fait, il faut déjà avoir défini une valeur potentielle d'acquisition pour ensuite pouvoir réaliser le TRI. Du coup, c'est un peu un outil de vérification de la validité de la méthode par capitalisation plutôt que deux méthodes qui se vaudraient l'une et l'autre.
Alors, encore une question sur Agorastore, cette fois-ci plus précisément, de Catherine Pierre-Nicolas, sur comment Agorastore est-il rémunéré en contrepartie de leur service, un pourcentage sur la vente. Tout à fait. Nous sommes rémunérés par l'acquéreur au moment de la signature de l'acte authentique, avec un pourcentage sur la vente. C'est exactement ça. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres questions ? Il y a une précision de M. Houot. En effet, l'État reste libre de choisir l'acquéreur, les collectivités également. Et en effet, vous n'êtes pas obligé de prendre la meilleure offre financière. Oui, et surtout, grâce au courtage d'enchères qu'Agorastore propose, que ce soit pour les collectivités, pour l'État ou toute entité publique, on vous propose effectivement la dynamique des enchères avec à la fin le choix final de l'acquéreur sans être obligé de prendre la meilleure offre financière. Sur comment valoriser un bien inhabité depuis plus de 10-20 ans, effectivement, c'est pas aussi simple que sur une maison d'habitation classique. On peut plus difficilement prendre les comparables de ce qui s'est vendu dans la rue. Toutefois, c'est toujours faisable en appliquant des décodes de travaux qui vont permettre d'envisager une rénovation. Si c'est un bien atypique dont on a discuté plus tôt, et notamment si c'est un bien qui présente un bon potentiel, on adoptera la méthode la plus adaptée. Si c'est du bilan par capitalisation ou un bilan promoteur, en fait, ça dépend véritablement du bien et pas tant de la date depuis laquelle il n'est plus occupé, mais vraiment du bien. Parce que finalement, un bien inhabité depuis plus de 20 ans peut valoir plus qu'un bien qui était habité encore l'année dernière. Alors, est-ce qu'Agorastore propose des présentations des acquéreurs potentiels, des comparatifs par rapport aux différents projets qu'ils ont pu réaliser avant, en particulier pour les rénovations qualitatives dans le secteur protégé patrimoine? Alors, ouais. J'ai pas vu la question. Je la vois pas. Alors, ah oui, pardon. Non, c'est bon, je l'ai. Vas-y. Hein. non, mais c'est vous qui présentez le bilan de fin de vente, alors allez-y. Ouais. En effet, oui, c'est tout à fait le genre d'éléments qu'on peut vous présenter dans les bilans de fin de vente. Donc, c'est les documents qu'on réalise à l'issue des enchères, dans lesquels on va vous présenter le bilan de la commercialisation, mais surtout le détail des offres qu'on a reçues et notre recommandation sur le choix de l'acquéreur. Et à ce moment-là, on revient en détail sur les projets qu'on a reçus. Et on peut aussi demander des compléments d'information aux acquéreurs potentiels si vous avez des demandes particulières ou si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur leur projet. Et si le sujet de rénovation qualitative est évoqué dès le début, bien évidemment, on peut demander aux acquéreurs leur référence de réalisation. C'est pas un préalable à toute vente, mais si vous le souhaitez et que c'est important pour vous, on personnalise forcément en fonction des ventes et en fonction des attentes ce qu'on va demander aux acquéreurs pour qu'ils puissent effectivement participer à la mise en concurrence. Je vois que l'heure tourne et je pense qu'on arrive aussi à la fin des questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions à la suite de cet échange, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera ravis d'y répondre. On espère en tout cas que ce webinaire vous a plu. On vous remercie encore pour votre attention, pour votre participation à ce deuxième webinaire et on sera ravis de vous retrouver pour le 3e épisode qui sera le dernier de l'année 2023. On reviendra très vite vers vous pour la date et surtout le sujet et surtout pour l'inscription. Donc voilà, vous aurez toutes les informations très rapidement. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre temps et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Très bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.